Bon matin. Oh, c'est spécial de s'entendre. Donc, je vous souhaite la bienvenue au camp des profs, le camp des écoles en plein air. Là. Initialement, ça s'appelait le camp des profs, mais on a un peu éclaté ça là, dans les 2 dernières années. On a beaucoup réfléchi parce que les tout-petits ne sont pas juste accompagnés d'enseignants, ils sont accompagnés des travailleurs sociaux, des fois, il y a les directions d'école qui sont impliquées, il y a les conseillers pédagogiques, donc on a vraiment voulu éclater ça, d'où l'appellation Camp des profs qui a changé à Camp des écoles en plein air. Donc, bienvenue à la nouvelle version de ce camp. Donc, aussi, bienvenue au panel, bienvenue à l'équipe de 100 degrés. Ce matin, on va commencer avec un panel, puis je vous présente tout de suite celle qui va l'animer. Donc, c'est Marianne. Marianne est journaliste et communicatrice. Elle se passionne depuis toujours pour les sujets qui touchent la santé, l'environnement et la saine alimentation. Depuis près de 10 ans. Ça passe vite, le temps, à 100 degrés, ça fait... Elle travaille pour l'OBNL M361, où elle est rédactrice en chef pour 100 degrés. Une initiative qui rassemble une communauté de gens engagés pour la santé des collectivités et qui diffuse régulièrement. Si vous ne les avez pas vus passer, c'est pas normal, on en voit beaucoup dernièrement. Des articles et des productions audiovisuelles sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, bienvenue, Marianne. Merci, Alexandra. Bonjour tout le monde. Et, merci, Alexandra, pour cette invitation à participer au camp des écoles en plein air. La présentation est filmée aujourd'hui, donc il y a des gens qui vont nous regarder plus tard. Alors, pour nous situer, on est aujourd'hui à Sainte-Béatrix, au Havre familial, au camp des écoles en plein air, qui est organisé par l'Unité régionale de sport et loisirs sport Lanaudière. Et cet événement est organisé aussi en collaboration avec le plateau Lanaudois intersectoriel. Donc, pour ceux d'entre vous qui nous rencontrent pour la première fois aujourd'hui, bien, comme Alexandra l'a mentionné, moi, je travaille pour M361. Donc, je suis accompagnée de mes collègues, aussi de l'équipe 100 degrés. Donc, il y a Véronique qui est là, qui est notre chef projet. Maryse, derrière, notre agente de communication, qui, elle, s'occupe de toute la logistique du tournage. Donc, vous pourrez venir nous voir aussi après si vous avez des questions sur 100 degrés. Quelques mots sur M361, donc l'organisation qui déploie l'initiative 100 degrés. M361, c'est une organisation dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Et pour le faire, on déploie différentes stratégies sociales dans différentes régions du Québec et 100 degrés en fait partie. Puis, comme Alexandra le mentionnait, 100 degrés, c'est une communauté en pleine ébullition. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de communauté dans 100 degrés? En fait, c'est qu'on a des membres de la communauté, donc des gens qui nous suivent, qui sont abonnés à nos infolettres, qui participent à nos événements, mais on a aussi des ambassadeurs et des ambassadrices. On en a une qui est avec nous aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous la présenter dans un instant. Et c'est vraiment une communauté qui est basée sur les valeurs d'entraide, de solidarité, de partage. Et avec les ambassadeurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pourrez aller voir sur le site. Et si vous avez besoin d'un conseil lorsque vous cherchez, par exemple, vous êtes dans un projet, puis vous voulez quelqu'un pour s'allier à votre projet, des partenaires, vous pouvez fouiller dans le bassin des ambassadeurs. Fait qu'on va vous en reparler plus tard, mais c'est pour ça qu'on parle de communauté quand on parle de 100 degrés. Sinon, à part ça, bien, vous nous connaissez possiblement par nos articles qu'on diffuse via nos infolettres ou les médias sociaux, ou aussi des cours en ligne, des webinaires. Ça aussi, là, on va en reparler plus tard. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez venir nous voir. Donc, en fait, aujourd'hui, on est ici, évidemment, pour parler tous ensemble de pédagogie en plein air. On a 3 panélistes que vous allez voir sont super intéressantes. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi on les a invités. Je vais vous lire leur bio, parce que, permettez-moi de les lire, parce que je ne voudrais pas oublier des éléments. Donc, Alexandra Ayotte, qu'on vient tout juste d'entendre, donc kinésiologue de formation et convaincue des bienfaits du développement des jeunes en plein air, Alexandra complète un DESS en intervention en contexte de plein air. Elle évolue pendant plus de 5 ans dans l'organisme Filles Actives afin de favoriser l'activité physique chez les adolescentes avant de faire le saut chez Loisirs et Sport Lanaudière. Elle travaille actuellement sur différents dossiers en activité physique, soit le développement de la littératie physique dans la région, la sécurité dans le sport avec un tout nouveau projet sur la gestion des commotions cérébrales et bien évidemment sur l'accompagnement des initiatives plein air dans les établissements scolaires. Alors, Alexandra, j'ai bien hâte qu'on parle dans quelques instants de tout ce que l'URLS offre pour le soutien de la pédagogie en plein air.
On a Amélie Monette qui est avec nous, donc avec le veston en jaune au bout. Amélie est praticienne en pédagogie par la nature. Amélie Monette est la fondatrice de la Fleur sauvage assoiffée de nature. Cette petite entreprise de chez nous offre des formations à hauteur humaine et adaptées aux diverses réalités dans les écoles, milieux de garde. Forte de son expérience en plein air et auprès des enfants neuroatypiques, Amélie facilite aussi des activités en milieu naturel de proximité afin de faire vivre l'expérience de l'école de la forêt au plus grand nombre d'enfants, de 0 à 99 ans. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'être avec nous, Amélie. Et nous avons aussi Rosalie Morin, donc c'est elle qui est ambassadrice 100 degrés et qui est surtout enseignante. En fait, elle est enseignante en éducation physique et à la santé de formation et elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'activité physique spécialisée en aménagement de cours d'école traditionnels et naturalisés. Pendant ses études de deuxième cycle, Rosalie a travaillé comme assistante de recherche pour la chaire de recherche du Canada en intervention précoce UNESCO, se concentrant sur le dépistage et l'évaluation du développement des jeunes enfants. En 2022, Rosalie a fondé NALU Éducation, une initiative visant à promouvoir l'activité physique et le développement des enfants grâce au principe de l'éducation par la nature et des environnements de jeu optimaux. Elle y offre des services de consultation et de formation, aidant les milieux éducatifs à créer des environnements naturels qui favorisent le bien-être, l'autonomie et l'épanouissement des jeunes. Depuis 2022, Rosalie fait partie du conseil d'administration de l'Observatoire du développement moteur et psychomoteur en tant que membre praticienne, contribuant activement à l'avancement des connaissances et des pratiques dans le domaine du développement des enfants. Merci, Rosalie, d'être avec nous. Alors, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet avec une première question pour Amélie. Donc, Amélie, pour les habitués là, de pédagogie en plein air, tu commences à être une figure quand même bien connue. Notamment, dans les 4 dernières années, tu as été responsable de la programmation au colloque Apprendre à ciel ouvert, qui est organisé par la FEPEC et la Fondation Monique Fitzbach. Tu es aussi présente dans plusieurs autres événements. On a eu la chance aussi à 100 degrés de t'avoir comme formatrice il y a quelques années dans un cours en ligne qui continue à être visionné très régulièrement, un cours en ligne sur la pédagogie en plein air, bien sûr. Mais pour ceux et celles là, qui te rencontrent pour la première fois aujourd'hui, j'aimerais ça que tu te présentes et que tu nous parles de l'organisation que tu as fondée, Assoiffée de nature. Mais avant tout, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a mené à la pédagogie par la nature? Qu'est-ce qui a développé ton intérêt pour cette pratique-là? Bien, d'abord, excusez-moi. Donc, d'abord et avant tout, je suis la maman de 3 enfants neuroatypiques, justement, donc qui ont fait l'école maison jusqu'à tout dernièrement. Donc, les Assoiffés de nature, c'est né d'un désir de mettre des petits urbains, j'habitais à Montréal à ce moment-là, en contact avec une nature de proximité, en faisant des activités de Forest School avec les parents et leurs enfants qui faisaient l'école à la maison dans mon coin. Mais de là, je faisais du bénévolat et puis j'avais un groupe d'enfants, d'une 20aine d'enfants, et puis j'avais tellement de demandes que je suis passée en l'espace de 2 semaines de 1 groupe à 5 groupes. Donc, les Assoiffés de nature sont devenus une petite entreprise parce que je me suis rendu compte que ça répondait à une demande. Mais après ça, il y a eu la pandémie qui est arrivée, puis on ne pouvait plus voir d'humains en vrai. Donc, même à l'extérieur. Donc, c'est là où la formation est venue s'ajouter au corps d'Assoiffés de nature. Et puis, cette année, donc, Assoiffés de nature a pris la forme de la fleur sauvage Assoiffée de nature parce que de plus en plus, je continue à animer des activités en nature avec les enfants dans les écoles, les milieux de garde, à faire du mentorat aussi chez les enseignantes et chez les responsables en service de garde en milieu familial. Mais je donne surtout beaucoup de formations soit dans les camps des écoles comme ça, dans les écoles directement, dans les milieux de garde, dans les CPE, les bureaux coordonnateurs, et puis à la manière d'une fleur sauvage, c'est-à-dire un peu comme ça me tente. Donc, une fleur sauvage, ça pousse à un endroit où on n'est pas c'est pas nécessairement prévu. Je suis un peu comme le pissenlit, moi aussi. Je suis une fleur, je ne sais pas si on le sait, mais le pissenlit, c'est une fleur qui est non indigène ici au Québec, donc qui n'est pas censée pousser dans nos champs, mais pourtant, on voit le pissenlit, puis on ne verrait plus nos champs sans pissenlit aujourd'hui. Je pense que je suis un peu comme le pissenlit, je suis un peu comme l'imposteur des fleurs sauvages, l'imposteur de l'éducation par la nature, mais maintenant, j'ai ma place, comme tu l'as dit, dans le domaine de l'éducation par la nature. Donc, pour répondre aux besoins de mes enfants en pédagogie, je me suis lancée dans
les pédagogies alternatives. Et la pédagogie par la nature s'est imposée dans ma vie comme une solution, une évidence, parce qu'on était déjà une famille qui faisait beaucoup de plein air. Et puis, c'est une pédagogie qui regroupe un peu toutes sortes d'approches aussi. Donc, ça m'a permis de joindre deux passions ensemble, ma passion pour l'éducation et pour la pédagogie. Et c'est là que j'ai été faire l'ASC en écoéducation par la nature là, avec le Cégep de Rivière-du-Loup. J'ai aussi commencé mon processus là, avec Forest School Canada, Child and Nature Canada, qui pour le diplôme de praticien de l'école en forêt. Donc, c'est un peu le processus là, qui a mené aujourd'hui à La Fleur sauvage, assoiffée de nature, qui est ce qu'elle est aujourd'hui. J'aime beaucoup le nom de Fleur sauvage. Je te remercie de nous expliquer l'origine du nom. Mais assoiffée de nature, pourquoi tu as aussi décidé de donner ce nom-là à ton organisation? Bien, à la base, c'était parce que le groupe d'école-maison que j'avais formé dans mon quartier, dans le sud-ouest de Montréal, s'appelait SOIF. Donc, pour Sud-Ouest, instruction en famille. Et puis, SOIF est devenu assoiffé de nature quand on a commencé à faire les activités dans la forêt du parc en Grignon avec les familles de mon coin. Donc, pourquoi le changement de nom cette année ou l'ajout de la fleur sauvage? C'est que à la base, c'était vraiment pour les assoiffés de nature, pour les enfants. Puis maintenant, c'est plus moi qui donne la formation. Donc, je suis un petit peu moins avec les assoiffés, mais il reste que les deux parties sont encore là. Les deux parties font encore partie de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'assoiffé de nature n'est pas disparu. C'est assoiffé de nature pour les jeunes, puis c'est la fleur sauvage quand je suis auprès des adultes pour lancer mes petites aigrettes là, de passion pour l'éducation par la nature. Ici, là, au camp des écoles en plein air, là, dans cette salle aujourd'hui, mais aussi dans les autres activités, bien, il y a des passionnés de plein air, il y a des gens qui en font depuis, de pédagogie en plein air, il y a des gens qui en font depuis longtemps, qui vont aller suivre des formations plus spécifiques pour approfondir certaines techniques, mais il y a des gens aussi qui sont curieux, qui n'ont pas encore trop exploré, mais qui aimeraient essayer certaines choses. Puis moi, j'aimerais savoir, Amélie, par ton expérience dans les formations que tu donnes, quelles sont les résistances que tu rencontres le plus souvent chez ceux qui explorent au début, là, puis qui veulent se familiariser avec la pédagogie en plein air, mais qui ne savent pas trop par où commencer? Bien, souvent, ce que j'entends, c'est on a besoin de matériel ou quel matériel je vais avoir ou ça me prend des activités organisées. On a beaucoup, puis même quand j'ai collaboré, même avec quelques URLS, c'est un peu ça qu'on avait comme mission souvent, de développer des fiches d'activités avec une amorce, du matériel, un développement, une conclusion. Mais en fait, même si on donne aux profs ce package deal-là, clé en main, souvent, ce n'est pas utilisé. Pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est plein de bonnes intentions, mais c'est que ce n'est pas par là qu'il faut commencer. En fait, c'est trop gros, c'est trop d'organisation, il y a trop de choses à gérer, les élèves, la gestion de classe, le matériel, l'activité. Donc, moi, ce que je conseille, commencez par aller dehors. Commencez par sortir avec vos élèves, commencez par instaurer une bonne cohésion de groupe avec votre groupe à l'extérieur, parce que ça ne sera pas la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça vous prend un code de vie pour à l'extérieur, ça va vous prendre une nouvelle façon de fonctionner. Vos leaders à l'intérieur ne seront pas les mêmes à l'extérieur. Puis même peut-être vos jeunes qui ont peut-être certains défis à l'intérieur vont peut-être même devenir, et souvent même vont devenir vos leaders positifs rendus à l'extérieur. Parce que les forces ne sont pas les mêmes, puis ceux qui sont peut-être qui ont des forces à l'intérieur, qui réussissent très bien, vont rencontrer d'autres défis à l'extérieur qui vont les mettre un peu à l'épreuve et puis ils vont pouvoir apprendre d'autres choses. Donc, en allant à l'extérieur de base, puis commencer par des lectures ou commencer par du jeu libre, ou une marche pédagogique, juste aller marcher. C'est aussi simple qu'aller marcher. On commence à connaître notre groupe à l'extérieur, savoir qui ils sont. Eux autres aussi connaissent nos limites. Et puis, on s'apprivoise. Une fois que ça, c'est bien installé, là, on peut commencer à introduire des activités un petit peu plus organisées, mais le moins de matériel possible au début pour avoir le moins de choses à gérer aussi au début. Puis, on ne commence pas une journée qui mouille ou une journée qui fait moins 15. On essaie de s'aider, puis on commence tôt dans l'année. On a aussi tendance souvent à penser que je vais attendre que ma cohésion de groupe soit bien installée, là. Mais ça se peut-tu que des fois, ça arrive juste en janvier, ça? Que là, on sent que notre groupe, il est OK, là, je suis sur mon air d'aller, on se connaît bien, on est confortable ensemble. Mais
après ça, c'est comme à recommencer quand on les amène à l'extérieur parce que c'est, comme on vient de le dire, quelque chose de complètement nouveau. Donc, en commençant tôt dans l'année, tout de suite, on installe cette harmonie-là, cette cohésion à l'extérieur aussi. Et puis, ça fait en sorte que les activités à l'extérieur, même si c'est juste une fois par mois, bien, ils ont une habitude. Et puis, cette habitude-là va aussi aider les parents à bien habiller les enfants. Parce que ça prend la collaboration des parents pour que ce projet-là puisse bien fonctionner. Mais si c'est fait aléatoirement, des fois, c'est peut-être un peu plus difficile pour le parent de savoir quand est-ce qu'il faut bien que j'habille mon enfant et tout. Mais fait de manière régulière, dès le début de l'année, bien, hop, on pogne le beat, tout le monde ensemble. Puis même les enfants font « Ah non, c'est ma journée d'école dehors aujourd'hui, donc il faut que j'aille tel habillement, il ne faut pas que j'oublie telle chose. » Donc, tout le monde est habitué. Et puis, on arrive à l'extérieur, puis les enfants savent où aller, savent la routine, savent c'est où notre point de rassemblement, savent qu'on doit s'asseoir à la fin de l'activité pour faire un retour ensemble. Donc, cette routine-là, bien établie, va nous permettre peu à peu d'intégrer de l'enseignement. Donc, quand on commence en apprentissage en plein air, on a peut-être des fois l'impression de « il faut tout faire ». Fait que là, des fois, on a l'impression « je ne vais pas me lancer parce que je ne veux pas tout faire à l'extérieur ». Mais non! Peu importe combien tu en fais, ça va être déjà plus que 0. Donc, que ça soit une fois par mois, une fois par saison, ou une fois par semaine, ou tous les jours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. C'est ta façon de faire à toi, dans ton niveau de confort, puis tout dépendant aussi, c'est qui ton groupe? C'est pas parce que cette année, tu es capable de le faire à toutes les semaines que l'année prochaine, avec ton prochain groupe, tu vas être encore capable. Donc, tout ça s'établit avec la connaissance de notre groupe, la connaissance de notre milieu, puis notre groupe, la connaissance de nous aussi, quelles sont nos limites. Puis, plus ça va, plus on va être capable d'intégrer de l'enseignement dans nos sorties à l'extérieur. Donc, ce que j'entends, c'est que vraiment, commencer le plus tôt possible, oui. Pas se mettre des attentes trop élevées pour commencer, essayer des choses simplement. Puis, tu disais aussi que ce que j'entends dans la première partie de ta réponse, des fois, on peut s'inquiéter du petit tannant ou des petits tannants qui, qu'est-ce que je vais faire avec eux autres dehors, mais finalement, on n'aurait peut-être pas tant raison que ça de s'inquiéter. C'est ceux-là que ça vaut le plus la peine même d'amener dehors. Exactement. C'est sûr que ça va arriver, là, qu'on en a peut-être un qui va être plus désorganisé. On les connaît dans nos groupes. Il faut avoir 2 yeux de plus sur celui-là. On le sait. Mais souvent, même moi, quand je vais faire de l'animation, on m'avertit d'avance, celui-là, attention, il faut le watcher. Puis c'est celui qui est le plus concentré, qui va faire l'activité du début à la fin, puis qui va être dans mes culottes. Parce que ça répond à son besoin à lui. Parce que justement, pourquoi il est si désorganisé ou peu importe les défis qu'il va présenter à l'intérieur, c'est parce qu'il n'est pas dans son environnement naturel à lui. Son environnement naturel à lui, c'est fort probablement l'extérieur. Puis probablement qu'il ne va pas travailler dans un bureau toute sa vie, cet enfant-là. Donc, quand il va être une fois adulte. Donc, quand on l'amène à l'extérieur, on le remet dans son environnement naturel, puis c'est là qu'il va s'épanouir. C'est là que la fleur va fleurir. Donc, oui, il y en a avec qui c'est plus difficile. Il va peut-être falloir avoir un aide, une autre paire de dieux. Je sais qu'il y a des enseignantes qui vont avoir le CB sur eux en permanence, puis ils savent que quand ils sortent, le concierge, dans certaines écoles, c'est le concierge qui est au courant. Si je t'appelle parce que j'ai un runner, ça veut dire un enfant qui s'enfuit, tu t'en viens vite. Donc, il y a moyen, des fois, quand on ne peut pas absolument, on ne s'en va pas très loin, on est dans le périmètre qui est accordé par l'école, puis qu'on est toute seule avec notre classe, il y a quand même moyen, des fois, d'avoir de l'aide, ou sinon avoir une TES qui se joint à nous, ou des fois même des parents accompagnateurs qui peuvent venir dans nos sorties avec nous. Si vraiment c'est nécessaire pour cet enfant-là, mais le plus souvent, ces enfants-là vont pas se désorganiser. Faut leur donner des tâches aussi. S'il est responsable du matériel, généralement, il va être pas loin puis il va vouloir le distribuer, le matériel. S'il est responsable du temps, généralement, il va leur garder son temps puis, crois-moi, l'activité va finir à l'heure. Parce qu'il va se sentir avec une mission. Donc, parce qu'il a une responsabilité, il ne va pas être tenté de se désorganiser. Donc, dans la majorité du temps, là, c'est vraiment le contraire que de nos craintes qui va arriver. Mais il faut passer cette petite crainte-là parce que oui, c'est vrai qu'à l'intérieur, on est comme « comment je vais faire à l'extérieur? Qu'est-ce qui va se passer? » Essayons-le. Commençons par ne pas aller à l'autre bout du monde non plus. Tu sais, la cour d'école, c'est un bon début. C'est pas loin, c'est accessible, puis c'est clôturé. Donc, ça va aider pour commencer nos sorties. Puis quand on a la confiance
en nos élèves, puis que nos élèves ont confiance en nous, là, ça va être le moment de commencer des sorties un petit peu plus loin. Donc, vraiment, mais vraiment, c'est souvent ces élèves-là qui en ont le plus de besoin, donc faisons-le. Ah, c'est super intéressant. Puis, je vais avoir d'autres questions pour toi à ce sujet-là plus tard. Mais maintenant, j'ai une question pour Rosalie. Rosalie, toi, tu es fondatrice de NALU Éducation, dans laquelle tu donnes du soutien-conseil, des formations, entre autres beaucoup reliées à l'aménagement, la naturalisation des cours d'école et de garderie. Tu as une formation, on le disait plus tôt, en enseignement d'activité physique, mais pour commencer, avant qu'on parle de ce que tu fais chez NALU Éducation, j'aimerais ça que tu m'expliques, en fait, pourquoi tu n'es pas devenue directement enseignante, puis qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers l'enseignement en plein air? Bon, la question que tout le monde veut répondre et que personne ne veut répondre, en fait, c'est que quand j'ai terminé d'enseigner, je me suis intéressée à la maîtrise parce qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui allaient vers la maîtrise, puis j'ai dit « Ah, c'est une option ». Fait que j'ai décidé d'y aller. Puis ce sujet-là est comme tombé dans « Rosalie, il faut que tu trouves un sujet, là. Tu sais, on est rendu là, là. » Fait que ça a été une porte d'ouverture pour moi, une porte ouverte. C'est mon directeur de maîtrise qui me dit « Rosalie, il y aurait cette école-là à Québec qui s'intéresse à évaluer le temps actif dans leurs cours. » Puis je me suis dit « OK, parfait. Ben c'est quoi leur cours? Ben c'est naturalisé. C'est quoi naturalisé? » Donc, j'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait vraiment des bienfaits. Puis, avec le temps, ben là, c'est ça, je l'ai recensé. J'en ai fait un mémoire écrit pendant la COVID. Je me suis intéressée justement à savoir comment les enfants bougeaient dans cet environnement-là. Puis, ta question était pourquoi j'ai décidé d'aller vers la maîtrise ou pourquoi? Pourquoi tu as décidé? Bien, en fait, suite à la maîtrise, qu'est-ce qui t'a amené à te diriger, à fonder NALU Éducation? Puis... En fait, quand je travaillais avec la chaire de recherche en intervention, puis en intervention précoce, une des caractéristiques était qu'on travaillait avec des gens au CIUS. Donc, c'était vraiment multidisciplinaire. Puis, il y a une dame qui me dit « Ah, Rosalie, ce que tu fais, c'est hyper pertinent, c'est hyper intéressant. Puis pourquoi il n'y en a pas de ça comme service dans les milieux de garde éducatifs? » Puis j'ai dit « Ben, OK, ça n'existe pas. » Elle dit « Ben non. » Elle dit « Ce serait vraiment pertinent que tu développes un service pour ça. » Puis de là a découlé la fondation, la fondation de cette organisation de NALU, qui est une combinaison des mots nature et ludique. Je donnais mes conseils sur comment est-ce qu'on naturalise une cour, c'est quoi les principes optimaux qui favorisent l'activité physique avec les principes d'éducation par la nature. Donc, c'est vraiment tout ça combiné qui a créé le service de NALU. Et j'aimerais bien qu'on ouvre une parenthèse ici, là, parce que dans la création de NALU, il y a vraiment une belle histoire. Toi, tu es ambassadrice 100 degrés, puis tu t'as rencontré une autre ambassadrice 100 degrés pendant ce processus-là. Oui, bien, en fait, quand tu démarres une entreprise, puis là, tu te dis, OK, bien, j'ai une expertise, puis je suis sûre un peu que c'est arrivé avec toi, j'ai une expertise, mais il faut des gens autour de soi pour aller plus loin. Puis j'ai une des particularités, moi, je suis prof d'édu, là, je vous l'ai dit à la base, mais je ne suis pas architecte paysagiste. Puis c'est correct aussi là, de ne pas avoir toutes les spécialisations. Puis quand on est dans un milieu... Puis on se rend compte que quand on est dans un milieu organisé comme les écoles ou à l'URLS, on a beaucoup d'expertise autour de nous. Mais quand tu es seul, là, chez vous, à démarrer ton entreprise, tu es là. Voyons, il manque les ressources. Puis tu ne veux pas t'improviser parce que tu veux offrir quelque chose qui va répondre aux standards de qualité puis aux standards aussi de sécurité dans les aires de jeu. Puis je suis partie à la recherche avec mon petit baluchon, puis j'ai été voir sur le site Internet de 100 degrés. J'ai dit, c'est vrai, je suis ambassadrice, moi, 100 degrés. Fait que je vais aller voir directement sur le site de 100 degrés. Et je suis tombée sur une gentille personne, coup de cœur automatique. Automatique. C'est une architecte paysagiste qui s'intéresse au paysage de l'enfance. Elle avait déjà une ou deux expériences dans l'aménagement des cours. Elle avait déjà sa formation CSA, qui est sur la sécurité des aires de jeu, tout comme moi. Puis là, j'ai dit, ça te tenterait-tu qu'on prenne une rencontre, Stéphanie? Parce qu'elle s'appelle Stéphanie. Puis elle a dit, ben oui, OK. Puis j'ai expliqué qu'est-ce que c'était NALU, les valeurs de NALU, puis où est-ce que je voulais aller, c'était quoi mon idée. Puis elle a dit, ça n'existe pas, puis merci d'exister, tu sais.
de là, ben, a parti notre collaboration grâce justement à ce réseau d'ambassadeurs-là, qui, avec le temps, ben, on finit par aller sur le site Internet et dire « OK, y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut m'aider pour ça? » Puis, si vous avez des expertises spécifiques, c'est hyper intéressant de soumettre votre candidature parce que de là peut naître un réseau de projets inattendus. C'est vraiment une belle histoire. Moi, en tout cas, j'en ai des frissons quand j'entends ça parce que c'est vraiment ça, le cœur de la communauté 100 degrés. Je vous en parlais en début de panel. C'est vraiment ce qu'on souhaite créer, une communauté où les gens, entre eux, font des rencontres. Puis en plus, elles n'habitent même pas dans la même région, là, Stéphanie et Rosalie, mais par le réseau, elles ont pu s'associer et quelques années plus tard, elles continuent encore à collaborer ensemble. Je trouve ça vraiment, pour moi, c'est ça, la magie de la communauté 100 degrés. Et, mais là, en fait, toi, donc, Rosalie, ton expertise, comme tu viens de nous en parler, c'est l'aménagement des cours d'école, des cours de garderie, la naturalisation. Puis, on rêve tous là, que nos enfants aillent dans des cours de garderie, dans des garderies avec ou des CPE avec des belles cours, des écoles avec des belles cours naturelles, mais on le sait, c'est pas facile pour les enseignants, les directions d'école, de réaménager les cours qui souvent datent des années 70-80 là, en asphalte. Ça coûte cher, ça prend beaucoup de budget pour faire un vrai projet. Souvent, c'est de longue haleine aussi, là, ça va s'étaler sur plusieurs années. Fait que j'aimerais savoir, c'est quoi les conseils que tu as à donner à ceux qui veulent expérimenter la pédagogie à l'extérieur, le plaisir d'enseigner en classe extérieure, qui voudraient un peu naturaliser la cour, mais sans s'entrer tout de suite à court terme dans un grand projet? Bon, en levant la main, qui a un problème avec sa cour présentement? Parfait. Bon. Puis j'imagine que ça lève la main aussi à la maison. En fait, là, il n'y a pas 1000 avenues. Là. La première des choses, il y a 4 piliers là, dans l'aménagement que j'appelle naturalisé. Là. Le premier, c'est les matériaux libres et polyvalents. Vous savez c'est quoi? OK. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon site Web. Il y a un article de blog là-dessus. Donc, ce que c'est, le guide de la QCPE aussi en parle de ce que c'est, les matériaux libres polyvalents, la page 232-31. J'en parle tout le temps dans mes formations. Donc, matériaux libres polyvalents. Donc, c'est des matériaux qui existent, qu'on peut les utiliser pour une fonction, mais aussi pour plusieurs fonctions. Donc, il y a des fonctions polyvalentes. La deuxième, c'est intégrer des éléments de la nature. Donc, tout élément de la nature qui existe, vous pouvez les intégrer, avec certaines limites, bien sûr, mais intégrer les éléments de la nature. Vous pouvez aussi, dans le fond, ça va être de promouvoir les différents styles d'apprentissage. Puis, on va parler aussi d'inclure des défis. Donc, comment est-ce que vous pouvez inclure des défis? Il y en a 6, là, les fameux 6 défis. Donc, on a les hauteurs, les vitesses, les petits outils. Est-ce que les enfants peuvent se cacher? Est-ce qu'ils peuvent... Le jeu de la chamaille existe-t-il dans votre cours? Puis le dernier, c'est jouer près d'éléments de la nature. Donc, si vous intégrez les arbres, moi, ce que j'aime bien, c'est les rivières sèches. Ça aussi, c'est très intéressant. De différentes topographies, fait que des buttes. Vous allez pouvoir aussi intégrer quel élément de la nature? Bien, des arbres. Puis, tu sais, quand on parle d'éléments de la nature, la neige c'en est, l'eau c'en est, le vent c'en est. Fait que tous ces éléments-là. L'eau aussi, si je ne l'ai pas déjà dit. Fait que déjà, intégrer ces principes-là. Fait que partir avec ces principes-là, commencer à réfléchir vos idées, puis après ça, de dire, OK, comment est-ce que je peux les intégrer? Puis je vous conseille fortement de vous allier avec... il y a des fameux comités de cours, là. Bien, ça, c'est encore bon, ça. Fait qu'on utilise encore cette idée-là d'aller voir avec un comité de cours, consulter les enfants, consulter les utilisateurs, consulter la direction sur comment on gère la neige, comment on gère les feuilles, si on en a beaucoup, comment est-ce qu'on gère s'il y a des inondations. Des fois, si votre cours est mal drainé, donc comment est-ce qu'on gère ça? Fait que déjà, commencer par là, ça serait pas pire. Et parenthèse, on a aussi, en fait, on y reviendra tout à l'heure, mais on a sur 100 degrés un beau dossier depuis quelques années qu'on met régulièrement à jour sur l'aménagement des cours d'école. Et il y a vraiment plusieurs outils aussi qui sont... Et quand Rosalie parle du comité de cours d'école, on le sait, là, que d'avoir un comité, des alliés, des partenaires, des gens qui travaillent ensemble pour l'aménagement de la cour d'école, c'est vraiment précieux. Alexandra, on est rendu à ton tour. Toi, tu es kinésiologue de formation. Tu travailles maintenant à l'unité régionale de loisirs et sports ici dans la Naudière.
tu es aussi, on le disait tout à l'heure, une organisatrice du beau camp des écoles en plein air dans lequel on est en ce moment. Mais pour commencer, j'aimerais que tu nous dises, Alexandra, pourquoi est-ce que la promotion de la pédagogie en plein air et son soutien, c'est un axe important pour l'URLS de la Naudière? Bien, dans le fond, là, pour ceux qui ne savent pas, il y a des URLS dans toutes les régions. On s'adapte. Et nous, c'est un peu ça qu'on a fait. On a écouté là, depuis 2018 là, que le volet pédagogie en nature est ressorti parce qu'on a écouté le milieu. Donc, ça a ressorti du milieu. Il y avait des projets en plein air un petit peu. Il y avait des projets en activité physique. Il y avait des projets dans les écoles. Et là, un moment donné, le monde voulait se mettre ensemble pour... Bien là, on a accès à des beaux sentiers de plus en plus. Comment on peut sortir de l'école pour avoir accès à ces sentiers-là? Ça prend des formations, ça prend du monde alentour aussi, là, ça prend des parents bénévoles. Donc, comment on met ça un petit peu en place? Donc, le RLS a trouvé sa place là-dedans. Puis tranquillement, ça fait des petits. Là, donc, on a parti de l'initiation PEPA, Programme d'éducation en plein air, vers 2017-2018. Et là, tranquillement, c'est devenu ce qu'on appelle EX3. Donc, tous les ERLS ont un volet éducation en plein air, mais qu'on aborde vraiment différemment dans chaque région selon qu'est-ce qui est un besoin pour nous. D'où le pourquoi il y a un camp des écoles aujourd'hui, mais il y a aussi plein d'autres petits accompagnements qu'on fait à l'année qui vont être individualisés, vraiment spécifiques, parce que, tu sais, c'est un peu une image que je me fais là, de notre région est un peu l'automne. Là. On a des couleurs vraiment différentes du nord au sud, d'est en ouest. On a des réalités. La réalité de Saint-Michel-des-Saints est vraiment pas la même que les plus petites écoles, mais dans un milieu urbain. Donc, comment on s'adapte? On fait des accompagnements très spécifiques parce que c'est ça le besoin dans notre région. Donc, là, tu parles de X3. Concrètement, là, qu'est-ce que vous offrez comme soutien? Du soutien financier? Là, tu parlais de l'accompagnement. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de ce qui est possible d'avoir? La liste peut être longue dépendamment de c'est quoi les besoins de chaque milieu. Des fois même, ça peut partir d'une municipalité qui a vu quelque chose, versus aussi, ça peut être une école qui arrive avec une idée, un prof qui a une idée en tête, qui a vu ça à quelque part, mais comment il peut le concrétiser. Donc, on parle de cette idée-là, mais là, qui tu as besoin pour t'aider? Donc, on peut faire les liens, des fois, ça peut être justement avec des partenaires qui vont avoir des connaissances très spécifiques, des organisations, des municipalités. On va faire la première chose que j'ai envie de dire, c'est, oui, on a plein d'outils, mais la première chose qu'on fait, de l'accompagnement. Vous ne serez pas tout seul quand vous venez cogner chez nous. On va être là à chaque fois. Des fois, ça peut être de répondre à un courriel, comme des fois, ça peut être un accompagnement sur 1 an, dépendant de ce que seront les besoins. De là, un coup qu'on a embarqué le processus de c'est quoi votre idée, c'est quoi les besoins, bien là, ça pourrait être des besoins justement au niveau de l'aide financière pour trouver du matériel. Ça peut être via notre centrale de prêt d'équipement qu'on développe et qu'on déploie beaucoup en cohésion avec les besoins du milieu scolaire. Là. Le besoin des vélos, par exemple, en était un. Donc, on s'est équipé de flottes de vélos, fat bike, vélo de montagne, et là, on offre des formations qui sont en parallèle pour que les profs soient confiants d'aller sécuritairement utiliser ces vélos-là. Donc, toutes les petites choses, des fois, au niveau de l'équipement comme ça, peut aller via la centrale. Il peut y avoir des besoins très spécifiques aussi dans les cours d'école, qu'on a besoin d'aide, oui, financière pour aménager la cour d'école, mais au-delà de ça, on en a parlé là, de comment on planifie tout ça. Des fois, ça peut être juste de remettre à jour des modules, mais quand on veut avoir une réflexion au-delà de ça, donc, on va aller là, de A à Z, là, on va accompagner les écoles du point de départ. Puis des fois, il y en a qui sont déjà en chemin puis sont comme « Oh, là, il y a des petits problèmes. » Donc, on va aller à reculons puis on va prendre le temps de « Bien, OK, il est arrivé où le problème? Puis là, comment on va pouvoir arriver à une solution viable? » Ensuite de ça, il va y avoir des besoins, comme je disais, en formation. Donc, ça, aujourd'hui, ici, c'est un besoin de formation qui est né du milieu. Mais après ça, ça peut être un enseignant qui a un projet fou, qui lui faut une formation spécifique. OK, est-ce que nous, on va évaluer, est-ce que ce projet-là est viable? Est-ce que tu as besoin de partenaires? Oui, OK, toutes tes cases sont cochées. Bien, go, on va t'aider avec la formation. On va trouver des formateurs, sinon on va le faire venir en région. Donc, on essaie vraiment de comment on peut encadrer pour que les projets, les idées fous naissent un petit peu. Puis c'est pour ça aussi que vous verrez des codes QR un peu partout dans le camp. C'est les boîtes à idées, des boîtes à suggestions. Vous avez des idées, vous avez pensé à des trucs.
soumettez-les-nous, puis après, on verra comment on peut faire arriver ces beaux rêves-là, ces beaux projets-là. Donc, les soutiens sont... Il n'y a pas de limite vraiment au soutien autre que quelles seront vos idées puis à quel point vous voulez vous-même vous investir dans le projet. Donc, ce qu'on doit retenir, là, c'est que les écoles, elles ne sont pas toutes seules. L'URLS est là pour vous soutenir. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo ou là, en différé, sachez que c'est partout au Québec. C'est comme ça aussi. Donc, regardez sur le site des URLS de votre région. Puis, vous allez pouvoir voir c'est quoi les services qui sont disponibles là-bas. Mais il y a le prêt d'équipement, entre autres. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Là, donc, regardez avec Circonflexe. Je pense que c'est toutes les régions que c'est offert? Oui, en fait, c'est toutes les régions, là, mais aussi la couleur, la saveur régionale, je dirais, là, c'est la beauté des URLS, c'est qu'on va s'adapter à c'est quoi les besoins. Donc, nous, on avait un besoin parce qu'on a développé beaucoup de sentiers de vélo de montagne dernièrement, on a accompagné beaucoup d'organisations comme les parcs à développer ça, donc c'est un besoin de nous ici. On a des jeunes qui ont levé la main pour des activités de skateboard. Donc, on a mis en place une remorque de skateboard qui se déplace, animée par des jeunes du coin qui triplent là-dessus. Donc, je dirais que s'il y en a qui ont des besoins dans leur propre région, c'est d'aller cogner à la porte de leur URLS parce qu'on va vraiment... C'est la beauté, c'est qu'on s'adapte un petit peu à la réalité de Laval ne sera pas la même si on est collé sur la région de Laval, la ville de Laval, on est collé sur eux, mais c'est vraiment pas la même situation. Donc, je vous invite toujours à... Contactez-nous, appelez-nous, on va voir comment on pourra s'adapter à vos idées puis vos projets. Merci, Alexandra. J'ai d'autres questions pour nos panélistes, mais avant, je veux absolument vous parler des cours en ligne et des webinaires que vous pouvez voir sur la pédagogie en plein air sur le site de 100 degrés. Donc, 100 degrés, on a deux sites. On a le site principal, 100degrés.ca, mais on a aussi le site Apprendre. Donc, apprendre.100degrés.ca. Et là, il y a plusieurs cours en ligne, plusieurs webinaires qui touchent la pédagogie en plein air. C'est des cours qui sont faits de manière à ce que vous puissiez les regarder chez vous, à votre rythme. Par exemple, c'est des petites capsules de 5 minutes suivies d'une autre que vous pouvez regarder le lendemain ou la semaine suivante, dépendamment quand vous avez le temps. Donc ça, c'est vraiment des outils de micro-apprentissage, comme on dit, et ils sont toujours accompagnés d'outils complémentaires que vous pouvez télécharger puis qui peuvent vous aider dans vos apprentissages. Donc, allez explorer ça, là, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel qui avait été publié et qui continue à l'être là, régulièrement. Donc, il y a à peu près, il y a quelques cours en ligne et il y a quelques webinaires qui portent vraiment spécifiquement sur la pédagogie en plein air, certaines plus pour le préscolaire, d'autres, en fait, pour maternelle, première année, d'autres qui touchent les groupes plus vieux. Donc, vous pourrez regarder ça. Alors, je reviendrai. Puis, oui, à la fin, soyez attentifs, on va vous présenter sur une diapositive un code QR, justement. Alexandra te parlait de code QR il y a quelques instants. Et là, ça va vous mener vers une page où il y a toutes les ressources dont on vous parle aujourd'hui pendant le panel. Donc, vous allez tout pouvoir retrouver ça. Donc, Amélie, là, tu nous as parlé de ce que tu fais chez Assoiffés de Nature, la fleur sauvage, mais j'aimerais savoir, en complément de ce que tu offres, pour ceux qui... est-ce qu'il y a des ressources vers lesquelles tu aimes référer les gens où ils peuvent trouver de l'information de qualité sur la pédagogie en plein air? Bien, c'est ça. C'est sûr que moi, je donne la formation, je me déplace un peu partout au Québec. Sinon, la Fondation Monique Fitzbach, avec qui je suis en collaboration depuis plusieurs années maintenant pour du développement pédagogique, puis tu as mentionné aussi le colloque Apprendre à ciel ouvert, a le site enseignerdehors.ca. Sur le site enseignerdehors.ca, il y a une banque d'outils et une banque d'activités qui est collaborative. Donc, vous pouvez soumettre vos idées. Donc, vous avez essayé quelque chose avec vos élèves, ça a bien fonctionné, vous pouvez aller sur le site d'enseignerdehors.ca puis soumettre votre idée. Et puis, votre activité va se retrouver sur le site de la Fondation Monique Fitzbach. Et puis, il y a aussi la Fondation Monique Fitzbach offre aussi des formations gratuites et se déplace dans les régions qui sont autour de Québec généralement, mais vous pouvez soumettre votre demande. Je sais que dans les derniers mois, elles ont même sorti de la région de Québec. Donc, eux aussi se déplacent pour donner de la formation. Là, ils ont une formation de base puis une formation plus pratique.
Sinon, dans les régions, moi, je me déplace, mais il y a aussi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'il y a l'organisme Au Grand Air qui offre des activités en forêt, dans les écoles, mais aussi pour les parents avec leurs enfants. Et puis, sur la Côte-Nord, dans le fond, on est les 3 organismes qui font sensiblement le même travail. On donne la formation, on anime des activités en nature avec les enfants et dans les écoles. Sur la Côte-Nord, il y a Enraciné qui offre le même genre de service aussi, là, qui peut aller donner de la formation dans vos écoles et puis accompagner les groupes avec les enseignants pour toutes sortes d'activités. Donc, ça peut être autant vous accompagner dans le jeu libre, voir quels apprentissages vont ressortir des jeux libres des enfants, donc apprendre à observer et puis saisir les occasions d'apprentissage, ou vous accompagner dans des activités qui vont être un peu plus dirigées dans votre enseignement à l'extérieur. Donc, ça, c'est un peu les organismes. Mais il y en a tellement d'autres qui naissent au fil des jours. Là, moi, ça fait 5 ans que je suis avec que j'ai la fleur sauvage à Sophie de nature, mais plus ça va, plus il y en a dans les différentes régions. Donc, cherchez sur Internet, cherchez sur les groupes Facebook, vous allez voir dans vos régions. Puis justement, il y a 2 bons groupes Facebook, si jamais vous êtes sur Facebook, là, qui sont à suivre. Donc, il y a le groupe Éducation, pédagogie par la nature, Forest School pour la francophonie. Donc, celui-là, il est vraiment pour tout le monde. Donc, vraiment, autant ici au Québec que pour la francophonie, on a des gens de la Belgique, de la France. Donc, c'est super inspirant de voir qu'est-ce qui se fait un peu partout dans la francophonie. Et puis, c'est vraiment autant de la petite enfance que du milieu scolaire. Et puis, sinon, l'autre groupe qui est Apprendre et jouer dehors, qui est un petit peu plus scolaire et puis qui, lui, est vraiment plus... Là, il y a des gens aussi de la France, mais c'est quand même plus situé au Québec. Donc, vraiment 2 bons groupes où vous pouvez aller poser vos questions, vous allez recevoir des réponses, puis aussi qu'il va y avoir des idées d'activités qui vont être proposées régulièrement. Sinon, la page Enseigner dehors aussi de la Fondation Monique Feedback est vraiment à suivre. Les activités qui sont mises sur le site sont partagées régulièrement. Il y a le défi Ouvre ta porte aussi qui recommence à chaque printemps. Là. Généralement, on le lance avec le colloque là, au printemps, qui vous invite à seulement ouvrir votre porte, aller dehors avec vos élèves, prenez des photos, vous nous envoyez ça, puis il y a des super beaux prix à chaque année à gagner. On ne vous demande pas de faire quelque chose de compliqué. On vous demande juste d'ouvrir votre porte, puis envoyez-nous ce que vous avez fait à l'extérieur. Donc ça, c'est en gros pas mal les ressources là, que je pourrais recommander. Bien, ça fait un beau portrait. Puis d'ailleurs, je tiens à mentionner qu'à la Fondation Monique Feedback, effectivement, ils ont une expertise vraiment très pointue en enseignement du plein air. Et on a la chance à 100 degrés d'avoir Julie Moffett, qui est de la Fondation Monique Feedback, mais qui est une de nos collaboratrices de longue date, qui est aussi ambassadrice 100 degrés depuis les débuts de 100 degrés et qui, Julie, elle publie régulièrement des blogs, des billets de blog sur 100 degrés. Puis c'est vraiment toujours très, très intéressant. Donc, c'est vraiment une bonne ressource à suivre, là, la Fondation Monique Feedback. Rosalie, toi, est-ce que tu as des recommandations aussi pour les gens qui veulent aller chercher plus d'informations sur la pédagogie en plein air ou l'aménagement des cours? J'en ai une très bonne pour vous. Si vous ne savez pas par où commencer, justement avec l'Observatoire qui est, dans le fond, qui est basé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Observatoire du développement moteur et psychomoteur ont comme regroupé l'ensemble des documents de recherche, l'ensemble des documents aussi qui existent sur le territoire québécois en termes d'aménagement d'aires de jeu. Puis, ils en ont fait un document de cases à cocher. Fait que c'est par où on commence. Donc, la première étape jusqu'à la 7e étape, qui est première étape de mobiliser les gens, puis la 7e étape jusqu'au bilan. Puis, dedans aussi, que vous soyez une école primaire, une garderie ou une municipalité, sur le site de l'Observatoire du développement moteur et psychomoteur, vous allez avoir les 3 documents. Si jamais vous ne trouvez pas le site de l'Observatoire, moi, je les ai sur mon site web. Ils m'ont dit, ben oui, tu peux en faire la popularisation, si tu veux. Fait que dans l'onglet Conception, vous allez avoir... si vous descendez un peu plus bas, vous allez le trouver, donc, ce document-là. Donc, je vous dis, c'est une ressource incroyable. Puis de là aussi, vous allez retrouver qui a travaillé aussi sur le document. L'URLS a contribué à ça aussi, la SHV. Donc, voilà, ça, c'est une bonne ressource. Au moins commencer avec ça. Le temps passe rapidement. On va bientôt passer à la période de questions. Donc, commencez à penser à vos questions. Mais avant, j'ai une dernière question pour Alexandra. Là, on parle des écoles. Là, tu disais qu'il y avait des partenaires qui peuvent s'allier à certains projets. Les municipalités, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose pour soutenir l'éducation en plein air? De quelle manière ça peut se passer? Oui, bien, je peux y aller avec des histoires de cas parce que les possibilités, je pense qu'ils sont vraiment infinies.
Mais on a des histoires où est-ce que la municipalité a simplement donné accès à un terrain parce qu'il y avait une demande d'une école de « je veux créer des sentiers de vélo avec mes jeunes, on veut faire du vélo ». Donc, les jeunes ont conçu les sentiers dans le cours de mathématiques-sciences. Ils ont été bûchés sur le terrain. Donc, il y a eu des formations de base manuelles, ce qu'on peut maintenant. C'est rare qu'ils vont apprendre à utiliser des outils vraiment pour sortir dans le bois, je dirais. Donc, ils ont conçu les pistes, ils les ont entretenues. Puis là, maintenant, les citoyens ont accès à ces pistes-là. Mais au-delà de ça, les jeunes, faites attention à leurs pistes parce que c'est leur piste, c'est leur environnement. Donc, des fois, la municipalité a simplement donné accès à un terrain qui était à eux, qui n'était pas utilisé, qui n'était pas nécessairement valorisé non plus. Et là, ça donne lieu à, bien, les jeunes ont créé ça. Les parents, bien là, les jeunes sont, bien, viens voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc, les parents se trouvent à être actifs. Donc, mon côté kin est bien content dans ce temps-là parce que les jeunes, bien, on sous-estime beaucoup aussi le fait de faire des cours dehors, tu sais, oui, un cours de français, un cours de sciences. Bien, les jeunes vont être physiquement actifs pendant tout ce temps-là aussi. Là, tu sais, le temps qu'ils vont déplacer, ils vont creuser un petit peu. Donc, si on comptait tous les petits pas que ces jeunes-là font, bien, ils ont leurs 180 minutes d'activité, finalement. Donc, d'aller tout compter ces petites choses-là. Tu sais, les municipalités, finalement, ils étaient juste une belle porte d'entrée. Donc, comment on peut faire les liens avec ceux-là? Et ce projet-là est en train de se répéter dans 2 autres municipalités en ce moment. C'est des écoles secondaires quand même pour que les jeunes puissent manipuler des plus gros outils. Mais il y a des terrains aussi en ce moment qu'il y a des écoles primaires qui veulent juste aller marcher dans le sentier. Là, il y a beaucoup en ce moment d'intérêt pour ce qui est la découverte des champignons, la découverte de la nature en soi. Bien, juste d'avoir accès à un terrain qui est boisé. Il n'y a pas beaucoup de sentiers, mais ils ont le droit de piétiner aussi, d'avoir ce droit-là de piétiner, parce qu'on comprend complètement les aires protégées, mais des fois, d'avoir des petits, c'est pas obligé d'être une forêt, mais d'avoir accès à un petit terrain, un petit lot qui ont le droit de piétiner librement aussi, parce qu'au final, s'ils développent leur intérêt, bien, ils vont vouloir le protéger, tout le reste aussi. Donc, ça vaut la peine, des fois, aux municipalités, on donne ça, mais ça va nous permettre de protéger tout ça par la suite. Donc, c'est des belles initiatives que comme je dis, les municipalités ont juste répondu oui à l'appel au final. Merci, Alexandra. C'est vraiment des bons exemples. Puis, quelle belle collaboration ça peut donner. On avait d'ailleurs diffusé un webinaire il y a 2-3 ans sur ce sujet-là, qui est encore disponible sur notre site, sur la collaboration entre les municipalités et les écoles pour la pédagogie en plein air. Et on avait vraiment donné plein, puis c'était justement avec la Fondation Monique Fitzbach, puis on avait donné vraiment plein d'exemples dans différentes régions là, des municipalités qui mettent la main à la pâte pour soutenir l'essor de la pédagogie en plein air. Alors, c'est à votre tour de poser des questions. Alors, est-ce que certaines d'entre vous auraient des questions pour une de nos panélistes? Oui. J'en ai plein, mais je vais commencer par où? Mais je me doute de la réponse, mais nous, on a commencé cette année, je vous fais ça vite, mais on est 2 profs en co-enseignement, donc on a 47 élèves à 2, puis on a un petit bois, on a commencé à y aller. Mais moi, comme prof, on est en 2e année, c'est toujours le temps de se rendre. Bon, là, ça prend comme 15-20 minutes, le temps de revenir, leur donner une récré là-bas, sans perdre l'enseignement que je dois faire aussi. Je comprends tous les bienfaits, mais c'est ça aussi beaucoup la crainte des profs, de dire « OK, mais il faut que j'enseigne aussi. » Puis, c'est ça, je veux juste me faire rassurer là-dedans, de dire « OK, vous allez le regagner plus tard. » Ou en tout cas, juste vous entendre là-dessus, ça m'intrigue. Bien, je vais me permettre de répondre. En fait, tu n'as pas de perte de temps. C'est du temps que tu gagnes. Parce que le temps de déplacement, c'est du temps qui dépense de l'énergie. Est-ce que tu en perds de toute façon du temps quand tu es toute ta journée dans ta classe? Est-ce que tu as de la discipline à faire? Est-ce que tu as de toute façon des transitions? Est-ce que tu as des moments où de toute façon, parfois, peut-être tu fermes les lumières pour descendre l'énergie? Est-ce que tu as des moments où ils sont en jeu libre ou en lecture libre, justement parce que ça prend plus de temps à certains pour terminer certains travaux? Tout ce temps-là, c'est ton temps de déplacement. C'est le temps peut-être qu'ils ont en jeu libre là-bas. Donc, il n'y a pas de perte de temps. C'est vraiment, je sais que c'est une croyance très, très ancrée. Parce que moi, je dis toujours aux profs, vous êtes les meilleures planificatrices, planificateurs ever. Parce que vous avez tout votre horaire là, casé dans des cases. Mais dans vos cases, même si vous avez ça décrit, là-dedans, il y en a de la perte de temps. Donc, quand tu te déplaces, ce n'est pas de la perte de temps, c'est du temps que tu viens de gagner. Quand tu es à l'extérieur et que les enfants profitent de la nature qui sont autour d'eux, tu as peut-être enseigné moins longtemps,
mais tu as probablement fait moins de discipline aussi. Puis l'enfant a peut-être, tu sais, parce que dans le fond, c'est ça aussi la crainte quand on va enseigner à l'extérieur. Bien là, mon enseignement. Est-ce que tu es obligé d'enseigner à l'extérieur? Tu peux faire ton enseignement à l'intérieur, puis à l'extérieur, tu vas aller faire de la consolidation, tu vas aller faire de la révision, tu vas faire autre chose. Donc, de s'enlever de la tête, tant mieux si tu réussis à faire de l'enseignement dehors, tu es vraiment rendu top-notch, tu es vraiment hot. Mais si tu ne fais pas d'enseignement dehors, c'est pas grave. Tu peux faire ton enseignement à l'intérieur, puis te servir de tes périodes extérieures pour faire autre chose. Mais de la perte de temps, ce n'est pas quelque chose qui existe pour vrai. Je veux juste ajouter à ça, pour avoir été prof, là, je sais ce que c'est. On planifie tel apprentissage, on veut telle affaire, puis on va être capable de l'évaluer. Mais à l'extérieur, je veux dire, tu l'as dit, il n'y a pas de perte de temps, justement, il y a un gain, puis ils apprennent à faire d'autres choses. Fait que c'est sûr que tu ne seras pas nécessairement capable d'évaluer l'écriture tout de suite parce que c'est ce que tu avais évalué, puis où tu étais rendu, en fait, dans tes apprentissages. Mais ils vont avoir appris d'autres choses. Choses qui ne s'évaluent pas, mais qui sont super utiles à la vie au quotidien d'un enfant. Ça, c'est un autre élément aussi. Il faut que tu te dises « Hey, j'y apprends d'autres choses ». C'est correct aussi. Puis moi, je suis vraiment pour on va aller l'essayer à l'extérieur. Puis il y a une personne qui est en formation cette semaine, puis elle dit « Ouais, mais elle avait la même question que toi. » Je dis « Ouais, mais c'est quoi votre objectif aussi? C'est de juste reprendre aussi vos canevas, vos fameux canevas de ce qu'on veut enseigner. Juste de le reprendre puis de dire « OK, ça, comment je peux le présenter autrement? » Je vous le dis, c'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile. Vous allez prendre ça, vous allez faire « OK, j'étais bien dans mes pantoufles, là. Mais là, on met d'autres pantoufles. Là. Fait que parce que ces pantoufles-là que vous allez mettre, les nouvelles, là, ils vont être encore plus confortables. Puis c'est un peu ça. Il faut reprendre ces fameuses fiches d'apprentissage puis de planification, puis de les virer de bord. Puis à chaque année, ça ne sera pas pareil nécessairement, mais il faut les virer de bord puis dire, OK, bien si je veux apprendre tel apprentissage, je vais peut-être le planifier sur 2 cours, mais on va aller 2 fois dehors, on va faire de telle manière. Puis peut-être ça n'arrivera pas non plus, mais au moins vous allez revoir votre base, puis vous allez vous ancrer une base solide de confiance. Puis là, vous allez être capable de retourner à l'extérieur et de dire « Hey, c'est pas grave si j'apprends pas ça là, ils vont peut-être apprendre ça là à un autre moment. » Fait que vous allez pouvoir jongler avec vos propres critères d'apprentissage et tout. Fait que faut fermer le cartable, le mettre au feu. Non, ça, c'est pas ça. C'est de prendre le cartable, réouvrir, de dire « OK, comment je le ferais autrement? » Ouais, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut avoir une planification souple. Tu vas rester la meilleure planificatrice du monde, parce que ça, on ne peut pas vous l'enlever. Ça vient avec les gènes de prof. Mais en ayant une planification souple, ça va te permettre justement de virer de bord. Donc, au lieu de planifier tac, 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 tu vas plus, qu'est-ce qui se présente? Ah, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Donc, tu sais, j'aime bien ta façon de le dire, de virer de bord, parce que c'est exactement ça. Vous le connaissez, votre programme. Vous la connaissez, votre progression des apprentissages. Vous avez pas besoin de temps planifié parce que vous allez les voir, les occasions d'apprentissage, vous allez mettre vos lunettes nature, puis ça va s'allumer dans vos yeux. Mais ça va prendre des nouvelles pantoufles. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Allô? Donc, c'est ça, je fais mon bac au primaire, puis je suis vraiment dans l'apprentissage du PFEQ. C'est gros, c'est lourd, c'est chargé. Dans les classes où je peux aller faire de la suppléance ou des stages, je vois que le temps manque. C'est ça qui est sur toutes les bouches, puis je veux dire, je comprends parce que je le vois moi-même, puis je suis même pas encore dans les 2 pieds dedans. Je me demande jusqu'à quel point ça peut s'arrimer au Québec, mettons, le gros PFEQ super lourd et la pédagogie plein air, parce que moi, je vois ça dans nos cours, c'est vraiment, tu sais, on nous partage beaucoup de recherches qui prônent ça, mais je me dis, OK, est-ce qu'il y a une cohésion entre les deux, entre le ministère, le PFEQ, tout ça, tu sais, et ces magnifiques pratiques-là qui sont pour moi hyper sensées. Mais je veux dire, on dirait qu'il faut y aller de manière très solitaire là-dedans au sein de notre enseignement. Je ne sais pas si c'est clair. C'est comme pas tout à fait une question, mais, tu sais, c'est ça. Voilà. C'est gros, là. Bien, en fait, Amélie, elle a donné une partie de la réponse tout à l'heure.
Puis j'aimerais ajouter aussi à ça que la Fondation Monique Fitzpatrick ont créé, entre autres, des comment enseigner à l'extérieur, à l'école secondaire, au primaire. Fait que ça donne déjà une bonne base de dire, OK, par où je peux commencer? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour, entre autres, atteindre ces objectifs-là? Ouais. Puis, c'est de prendre ce programme-là, puis souvent à l'université, puis on l'a vécu, là. En tout cas, moi, je me suis assise sur une chaise, puis on a des cours de fameuse planification, d'évaluation, ainsi de suite. C'est une manière de voir les choses. Ouais. Puis malheureusement, heureusement, on est au début de quelque chose. Fait qu'il n'y a pas de... Il y en a, là. Il y a des gens qui se sont posés la même question. Ça existe. Il y a des gens qui réussissent à évaluer. Fait que c'est de trouver ces personnes-là, c'est de faire partie des réseaux. Ouais. C'est de partager aussi ce que vous avez réussi à faire pour créer comme une espèce de leader le chemin. Puis vous allez pouvoir vraiment, à un moment donné, puis surtout, tu es au début de quelque chose, fait que, mais pas tout de suite les pantoufles Oui, c'est ça. du PFEQ. Oui, c'est ça. Puis tu as la chance de dire, OK, comment moi je pourrais tout de suite le voir différemment. Ouais. Fait que tu es au début de quelque chose, à mon avis, c'est vraiment, utilise-le à ton avantage. OK. Oui. Puis je rajouterais à ça que le PFEQ, si tu l'enlèves des pages, le papier, puis tu le brasses à l'envers, tu fais sortir ce qu'il y a dedans, c'est la vie de tous les jours. Oui, oui. Moi, c'est ça que j'aime ramener pour, je vous l'ai dit tantôt, j'ai fait l'école maison à mes enfants longtemps. Quand on regarde le PFEQ autrement, c'est la vie de tous les jours qu'on a compartimenté par matière. Au final, le PFEQ, il n'est pas tant lourd que ça. La PDA va t'amener un peu plus de misère. Ça, on va être d'accord avec ça, on va se mettre d'accord là-dessus. Mais le PFEQ, c'est plus inspirant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il faut plus le voir comme une inspiration. Puis, en faisant ta planification inversée à l'envers, comme on disait tantôt, tu vas te rendre compte que tu vas voir beaucoup plus de choses que tu pensais en voir en faisant ta planif, parce que les enfants vont avoir la liberté de se poser des questions, vont avoir la liberté d'avoir cette culture de recherche-là quand ils vont être à l'extérieur. Donc, c'est vraiment de mettre d'autres lunettes, puis de sortir des pages du PFEQ pour juste voir ces apprentissages-là dans la vie quotidienne avec tes élèves. Oui. Bien, merci. C'est vraiment cool de vous entendre. Puis c'est motivant pour moi parce que justement, j'ai pas les souliers. J'ai pas de souliers, en fait. Là. Fait que là, je suis en décision. C'est super. T'as tes bottes de marche, ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Ça, c'est les bonnes vieilles bottes. J'aimerais ajouter que je crois qu'il faut aussi laisser avoir confiance et se dire que les choses peuvent changer rapidement aussi. Moi, j'ai commencé à être rédactrice en chef de ce qui est devenu 100 degrés. C'est devenu 100 degrés en 2017, mais j'ai commencé à faire ce travail-là en 2015. Puis à ce moment-là, on faisait une veille de l'actualité, puis on regardait, je voyais des articles, je me souviens, un article dans l'actualité, je pense un autre dans la presse sur les garderies scandinaves où les enfants passaient leur journée dehors, puis la garderie en forêt en Allemagne, puis c'était comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien merveilleux ça, mais on n'a pas ça ici. » Mais il y en avait des gens qui commençaient à faire ça, des pionniers, des pionnières, beaucoup des pionnières qui commençaient à expérimenter. Ça, c'est en 2016 peut-être, quelque chose comme ça. Là, on est rendu en 2024, puis ça a tellement pris d'ampleur en quelques années, c'est incroyable. Donc, il faut se dire... Hey, vous faites partie d'un mouvement, puis je suis certaine que tout le monde va, en continuant à faire ce que vous faites et à expérimenter des nouvelles choses, tout en respectant évidemment les limites du cadre éducatif et tout ça, en essayant des nouvelles choses, ça va continuer ce mouvement-là, puis ça va faire boule de neige. Puis j'aime souvent dire, selon moi, je suis convaincue que la pédagogie en plein air, c'est une pratique révolutionnaire qui a le pouvoir de changer le monde, rien de moins. Si on donnait l'occasion à tous les enfants de prendre, de suivre, de passer beaucoup plus de temps en nature à tous les jours, on ferait vraiment des meilleurs citoyens, des citoyens plus éveillés, plus développés, puis... Alors, c'est tout le temps qu'on a, mais on aurait d'autres questions pour nos panélistes. Vous pourrez aller les voir après. Vous pouvez aussi venir nous voir à notre kiosque de 100 degrés. Et merci pour votre présence. Merci à ceux qui nous regardent en vidéo. Puis, est-ce que un dernier mot de la fin, Alexandra, Rosalie, Amélie? J'ai envie de dire merci. Merci de nous avoir accueillis dans cet événement. Vraiment une belle initiative. Puis... en espérant que ça vous a été utile. C'est surtout ça.
Ça vous a inspiré? Oui, c'est exactement. On espère vous avoir inspiré, puis on espère vous avoir donné le goût de mettre des nouvelles pantoufles. Oui, bien, je veux vous dire merci là, à vous, parce que ça vient de vous là, aussi, qu'est-ce qui a été créé dans la région. Puis on développe, là, on est parti à peu près en même temps de 100 degrés, finalement, en 2017-2018 dans la région. Puis on est rendu déjà vraiment ailleurs. Là, la communauté de la région est quand même à peu près à 80 enseignants là, qui pratiquent à tout niveau, autant les crinqués, les mordus de plein air que les gens qui commencent, qui débutent. Mais vraiment, on a une belle communauté. Je suis contente de vous accueillir, ceux qui sont nouveaux dans la région. Puis, j'ai profité, découvrir notre région. On a développé beaucoup de belles choses dernièrement, mais profitez-en. On est chanceux d'avoir autant de plein air dans la région. Bien, merci à vous trois. Puis, vous avez à l'écran un code QR que vous pouvez scanner. Et là, ça va vous mener vers une page 100 degrés où vous allez voir la grande majorité des ressources dont on a parlé aujourd'hui. Donc, vous allez tout... Donc, vous allez tout retrouver ça. Puis, on pourra continuer à se parler dans quelques minutes à notre kiosque. Merci tout le monde. Au revoir.